bâtir une véritable boîte à outils pour transformer nos interactions au boulot, c'est un sacré défi au quotidien. Alors aujourd'hui, l'objectif de cette analyse, c'est de partager des clés très concrètes, étape par étape, pour vraiment maîtriser la communication orale en entreprise. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bon, améliorer sa façon de communiquer, ce n'est pas inné, on est bien d'accord, ça demande un effort délibéré. Il faut littéralement s'arracher à nos zones de confort et de stress habituelles pour entrer dans ce qu'on appelle la zone d'apprentissage. Parce que c'est seulement là, quand on bouscule un peu ces automatismes, qu'une réelle progression s'opère. Et pour y arriver, notre feuille de route du jour suit une progression super logique de la préparation interne jusqu'à l'exécution et la réception. Au programme, le carré magique, les positions de vie, l'identification des styles sociaux, l'impact énorme du non-verbal, comment bien structurer son message, et enfin, la puissance de l'écoute active. Première grande étape, on s'attaque au carré magique avec ses 4 piliers. C'est vraiment la fondation absolue pour préparer n'importe quel échange. En fait, c'est un peu notre boussole avant d'entrer dans une réunion qui s'annonce tendue. Il y a 4 piliers pour organiser ces idées. 1. L'objectif. Qu'est-ce qu'on vise à court et à long terme? 2. Soi-même. Il faut être lucide sur ses propres forces et faiblesses. 3. L'interlocuteur. L'idée, c'est de s'adapter avec beaucoup de diplomatie. Et 4. Le contexte, c'est-à-dire l'espace, le moment et la dynamique hiérarchique. D'ailleurs, faisons un petit test. Si on repense à notre dernière réunion compliquée, laquelle de ces 4 dimensions est passée à la trappe? Souvent, on se rend compte que c'est le contexte environnemental. Un bureau en open space hyper bruyant ou un très mauvais timing, et paf, la négociation tombe à l'eau. C'est un super miroir pour repérer les failles de nos propres communications. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, les positions de vie et comment bâtir une véritable confiance mutuelle au sein de l'équipe. Là, on parle de la posture psychologique qu'on adopte spontanément, et le contraste est flagrant. Si on choisit la position « OK », on est dans la construction, on renforce la confiance, on adopte une vraie posture de coach bienveillant, idéale pour guider une équipe diverse de façon assertive. À l'inverse, la position « OK, non OK », qui transpire souvent l'arrogance et l'envie d'imposer sa vue, ça anéantit absolument toute chance de synergie. Passons à la troisième section, comment identifier les styles sociaux pour s'adapter à son public. Et là, il faut aller bien au-delà du cliché simpliste de l'extraverti tourné vers l'action contre l'introverti dans sa bulle. La matrice de Larry Wilson est un outil incroyable pour ça. Elle évalue les comportements de nos collègues sur 2 axes, le niveau de dominance et le degré d'ouverture sociale aux autres. À partir de là, on peut cartographier 4 grands styles bien distincts: directif, analytique, relationnel et expressif. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, c'est là qu'on adapte sa diplomatie. Un profil directif, il va falloir le motiver avec des défis concrets et des résultats. L'analytique, il a besoin de faits précis, de détails et surtout de temps pour assimiler un processus clair. Le relationnel, lui, recherche le soutien humain et l'empathie. Quant à l'expressif, c'est l'énergie et les concepts qui le font vibrer. Il faut l'écouter et valoriser ses idées. Mais attention, le profil psychologique ne fait pas tout. Si on évolue dans un environnement multiculturel, les règles du jeu changent. L'anthropologue Edward T. Hall l'a très bien montré. La distance physique idéale, ou l'intensité acceptable pour se regarder dans les yeux, varie complètement d'un continent à l'autre. Il faut faire preuve d'une grande adaptabilité pour préserver cette fameuse confiance. Allez, 4e étape de notre exploration, et elle est indissociable de la précédente, l'impact non verbal. Parce qu'au-delà des mots qu'on choisit, c'est l'exécution physique qui scelle le destin d'un échange. Paul Watzlawick l'a résumé de façon magistrale. On ne peut pas ne pas communiquer. C'est fou quand on y pense. Même quand on se tait, notre corps parle. Des bras brusquement croisés, un regard qui fuit le contact, ce sont des signaux non-verbaux spontanés qui trahissent instantanément qu'on ne comprend pas l'autre, ou pire, qu'on rejette son idée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'entraîner. La psychologue Amy Cuddy a cette formule célèbre. Faites semblant jusqu'à ce que cela devienne naturel. En gros, en modifiant consciemment sa posture physique pour imiter celle d'un leader serein, le cerveau finit par y croire. Ça génère une vraie assurance de l'intérieur, indispensable pour une communication assertive. Par contre, le grand danger, c'est l'incohérence. Imaginez, vos mots disent oui, mais votre ton de voix est fuyant et votre posture est fermée. Que se passe-t-il? Nos filtres cognitifs s'allument comme des gyrophares. Le cerveau humain va toujours accorder la priorité au non-verbal. C'est exactement ce qui cause la plupart des erreurs de jugement et des quiproquos dommageables en entreprise. Ce qui nous mène logiquement à notre 5e grand thème, comment bien structurer son message avant même d'ouvrir la bouche pour allier clarté absolue et diplomatie. Il faut savoir qu'en moyenne, celui qui écoute oublie près de 80% de ce qui est dit. Oui, 80%. Pour contrer ça, voici quelques exercices pratiques.
On peut utiliser une structure géographique pour bien spatialiser les enjeux, ou alors une structure chronologique, le grand classique passé, présent, futur, ou encore une approche procédurale, très logique, étape par étape. Avoir cette charpente en tête, c'est ce qui permet d'ancrer le message. Une mise en pratique redoutable de cette structuration, c'est l'art de savoir dire non. Le piège classique dans lequel on tombe tous, c'est la surjustification. Et ça donne juste du grain à moudre pour argumenter contre nous. La clé, c'est de formuler un refus clair, suivi immédiatement d'une proposition alternative. C'est parfait pour désamorcer les jeux relationnels tendus, tout en préservant la relation. Et pour boucler la boucle, notre 6e et dernière partie se concentre sur la réception, l'écoute active et la réflexion. Le philosophe Épictète disait très justement « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». En entreprise, ça fait écho à l'écoute active de Thomas Gordon. En résumé, on reformule les faits et les émotions de l'autre sans émettre le moindre jugement. C'est de loin la méthode la plus rapide pour faire retomber la pression lors d'un conflit. Mais ça demande de la rigueur pour éviter l'écoute passive. Il y a des règles d'or. On ne présume jamais des intentions de l'autre, on répète ce qu'on entend, on garde notre propre communication limpide et on n'hésite pas à clarifier tout de suite la moindre incohérence perçue. C'est comme ça qu'on garantit un alignement parfait au sein de l'équipe. Alors, on arrive à la fin de cette analyse et je vous laisse avec un petit défi, une sorte de liste de vérification quotidienne. Ce soir, en quittant le travail, posez-vous la question. Comment vais-je analyser mes propres interactions de la journée ? Ai-je su adapter ma diplomatie ? Parce que c'est là-dedans que réside l'excellence. Refuser le confort des habitudes et choisir chaque jour de faire un pas de plus dans cette fameuse zone d'apprentissage.